Salut, je m'appelle Phil, qu'est-ce que j'ai lu récemment, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est parti pour un nouveau Top Comics. Allez, on commence avec Green Lantern Emerald Twilight, sorti chez Urban Comics, c'est du DC, ou plutôt devrais-je dire Green Lantern. À la base, je comptais pas l'acheter, et tout le monde est devenu fou sur Twitter, comme quoi c'était un truc important, c'était une saga importante qu'il fallait absolument lire, avec Parallax qui s'empare de Hal Jordan, le Green Lantern de l'époque. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je l'ai pris. Et le temps que je lise, il y en a d'autres qui l'ont lu et qui ont dit « Mais c'est complètement nul !» En fait, ce qui se passe, c'est que les gens pensaient voir toute la saga avec Parallax, et c'est pas ça du tout. On voit comment Hal Jordan s'est fait posséder par Parallax, et comment il s'est fait arrêter, mais tout ce qui est au milieu, on n'y a pas. En fait, c'est une énorme saga qui s'appelle Zero Hour, que je n'ai jamais lu et qui m'intéresse vraiment parce que Urban a fait un petit résumé dedans. Voilà, ça tient en une page, et donc tout le monde était déçu de ne pas avoir cette saga, c'est pour ça que ça a hurlé sur Twitter. En même temps, la saga, d'après ce que j'ai compris, ça ferait au moins 3 ou 4 tomes gros comme ça pour l'avoir entièrement, donc c'était pas possible de tout éditer en une seule fois. Donc les gens étaient un petit peu en colère, genre il y a tromperie sur la marchandise, ce genre de truc. Et donc si on voit l'arrivée de Parallax, si on ne voit pas son ascension, et si on voit sa fin, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? En fait, c'est à ça que sert ce bouquin. On nous montre, plutôt que de se concentrer sur Parallax, on nous montre l'arrivée du nouveau Green Lantern, Kal Rayner. Je ne connaissais pas ses origines en fait. Je le voyais passer de temps en temps dans les sagas des Green Lantern, mais je le trouvais un petit peu fade et un peu en retrait. Et maintenant que j'ai lu ça, alors déjà, j'ai vraiment apprécié ce bouquin, et en plus, je comprends un peu mieux ce héros. On voit ses débuts avec son côté un peu irresponsable, un petit peu tête brûlée, on voit ses faiblesses, on voit aussi ses défauts, même si j'aurais bien voulu avoir la saga Zero Hour, bah tant pis, hein, on a au moins les débuts de Kal Rayner et franchement c'est pas mal. T'as toutes les qualités et les défauts des années 90, c'est-à-dire les dessins sont un petit peu exagérés dans les proportions des personnages, mais bon, les différents ennemis et même les héros qui passent au travers de ces pages sont tous un petit peu badass comme les années 90 quoi, typiques. Bref, c'est pas un indispensable, mais je regrette pas de l'avoir acheté. Et ouais, si Urban vous pouviez nous faire Zero Hour, parce que ça fait un bon apéritif. Évidemment, première place, vu que c'est le seul. Est-ce qu'il va se faire détrôner par un bouquin dont j'avais une énorme hype, et je l'attendais avec impatience, c'est le scénario abandonné d'Alien 3. Alors scénario abandonné, oui je sais c'est qu'une ébauche, il y aurait eu d'autres scénaristes qui auraient bossé dessus, il y aurait le réalisateur qui aurait mis sa patte dessus aussi, mais bon j'étais quand même hypé parce que Alien c'est une de mes sagas préférées et j'ai un petit problème avec le 3 justement. Je sais pas, le milieu carcéral qui me plaît pas trop, le plan foireux à la fin pour choper l'alien, bref, je sais pas. En fait pour vous expliquer le scénario très rapidement, c'est deux entreprises qui veulent récupérer la technologie, ou au moins les aliens, pour s'en servir comme arme, pour faire un bond technologique en avant. Et donc c'est typé complètement années 80, avec la guerre froide, le bloc USA contre RSS qui s'affrontent, vous voyez, ça me fait un petit peu penser à Rocky IV. Voilà, c'est le genre de film, quand tu le vois aujourd'hui, tu te dis, ok, ça date des années 80, il n'y a pas de doute. Ça marche plus ça aujourd'hui, et c'est dommage, parce que justement, la saga Alien, elle est censée être intemporelle. Et là, elle est vraiment ancrée dans les années 80. En plus, tu sens qu'ils voulaient renouveler la licence avec ce nouveau Alien, parce que il y a trop de nouveaux personnages. Et les anciens personnages comme Ripley, tu la vois 2 fois et il la dégage. À chaque fois qu'on la voit, elle est en train de hurler, elle part en courant dans les couloirs, elle est complètement dingue. Elle me fait penser à la nana dans La Vieille Folle dans les Simpsons, là, qui balance des chats, là. Alors ajoute à ça que, bon, le scénario c'est William Gibson et les dessins c'est Johnny Christmas. Ajoute à ça que les dessins de Johnny Christmas sont un peu... Ajoute en plus à ça que de temps en temps, même la plupart du temps, les personnages ont des casques donc t'arrives pas à les reconnaître. Il a fallu que je lise 2 fois pour bien comprendre. Même chose, tu passes d'un camp à un autre, donc tu reconnais pas, il n'y a même pas eu de recherche sur les couleurs ou sur les formes du vaisseau, ou alors très peu franchement. Bref, à la première lecture j'étais complètement perdu, à la deuxième ça allait un petit peu mieux, n'empêche que ça reste en dessous du film, le Alien 3. Au moins ça aura servi un petit peu de base à l'Alien 4, que j'aime beaucoup, hein, contrairement à beaucoup de monde, avec notamment l'envie de se servir de l'ADN des aliens pour créer d'autres choses. Bref, je suis rarement hypé par un bouquin, et là, j'étais hypé, et en plus je suis déçu, c'est vraiment dommage. Allez Alien 3, je te mets en 2ème position, est-ce que tu vas descendre en 3ème position comme ton titre? Eh bien on le saura une fois que je vous aurai parlé de Animosity, tome 4. Quoi? Animosity, tome 4? Mais je croyais que c'était fini au tome 3. Alors avant d'attaquer le tome 4, je me suis relu les 3 premiers tomes, et je sais pas pourquoi à la fin du tome 3, je pensais que c'était fini. Il y avait une espèce de fin un peu à la planète des singes avec un des personnages qui était un peu déçu de ce qui arrivait dans le monde. Oh, et puis en fait en les relisant je me suis rendu compte que bah non, c'était pas la fin, effectivement, t'as tous les personnages qui sont un petit peu dispersés partout, ils ont pas fini chacun leur arc individuel,
Je sais pas pourquoi, moi je pensais que c'était fini, et quand j'ai vu qu'il y avait un tome 4, je me suis dit c'est quoi, c'est un préquel, c'est un spin-off, c'est édité chez Snorgle en France, et au scénario c'est Marguerite Bennett, et au dessin il y a toute une pléthore de dessinateurs. Alors je précise, dans mon top personnel à moi, je vais classer uniquement le tome 4. Parce que le tome 1, 2, 3, même si la série est un peu en dents de scie, je les aurais mis en première position. C'est vraiment une bonne saga avec cette histoire d'animaux qui ont une espèce de conscience. C'est-à-dire ils deviennent un peu plus humains entre guillemets et ils se rendent compte que, par exemple pour un chien, c'est un peu ridicule de se lécher les couilles. Et c'est un résumé un petit peu rapide. Et donc dans les 3 premiers tomes, t'as un chien et sa maîtresse, une petite fille, qui partent sur les routes, et il leur arrive évidemment plein d'aventures, que ce soit avec les insectes qui eux aussi ont une conscience. Bref, franchement, c'était bien vu. Et alors ce tome 4, je me rends compte que c'était peut-être pas une bonne idée d'en faire une série régulière, parce que là j'ai l'impression qu'ils sont partis pour toujours dans le temps, comme une série comme Spider-Man quoi. Et le problème d'une série comme Spider-Man, c'est que tous les mois il y a un nouveau méchant, ils l'affrontent, ils gagnent, point c'est fini, on passe à un nouvel épisode. Et là c'est pareil, je commence un petit peu à voir le schéma qui est tout le temps le même en fait, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les insectes, que ce soit avec les humains et cette fois-ci avec les femmes. On est toujours dans ce rapport de dominant-dominé, et le problème c'est qu'une fois que tu as vu ce schéma, tu sais à quoi t'attendre, et finalement c'est à peu près toujours la même chose. Alors certes le discours est intéressant et pertinent, mais j'ai l'impression que ça tourne un petit peu en rond et je vois pas l'intérêt de continuer la série. Sauf que, 2 points. Premièrement, la série se finit sur une espèce de petit coup de théâtre où tu te dis mais ils sont partis sur autre chose, ça m'intéresse. Et deuxièmement, contrairement à Spider-Man, c'est pas un truc qui sort tous les mois. Donc je prendrais peut-être le tome 5. Ça serait bien qu'ils partent sur d'autres chemins parce que là, je vous dis, on reconnaît tout de suite le schéma et c'est un petit peu redondant. Allez, Animosity, et là je parle bien du tome 4 et pas du tome 1, 2, 3, même si le 2 est un petit peu en dessous, ça repart avec le tome 3 avec les insectes. Animosity, je te mets en... Ouais, je vais te mettre en 3ème position, ouais. Longue hésitation, mais j'étais quand même déçu que ça continue. C'est triste, hein, pourtant j'aime bien la série, mais j'aurais préféré que voilà, ça s'arrête au bout de une dizaine d'épisodes. Allez, on continue avec les Vengeurs de la Côte Ouest 2018. Qu'est-ce que... Alors, j'ai un problème avec les Vengeurs de la Côte Ouest, c'est pas possible. J'ai perdu le bouquin, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Il était là, il est plus là. Je ne l'ai pas prêté à quelqu'un puisque déjà je prêterai pas ça, faut être honnête. Et on est en confinement, donc je n'ai pas pu le prêter à quelqu'un, c'est impossible. Je sais pas, je n'ai pas d'explication de la malédiction des Vengeurs de la Côte Ouest. Alors évidemment, à la fin de cette vidéo, je l'ai retrouvé. Et d'ailleurs, écoutez, on va revenir au début de la vidéo. Salut, je m'appelle Phil. Et ouais, il est là, je sais pas pourquoi, je l'ai posé ici. Et voilà. Ouais. Allez, on continue. Alors c'est édité en France chez Panini, c'est du Marvel. J'ai dit beaucoup de choses dessus dans le rétro comics précédent. Et comme dans les rétro comics, je joue un personnage et qu'il y a beaucoup de mauvaise foi, je vais rétablir un petit peu certaines vérités. Alors déjà, je vais vous surprendre, mais quand j'ai appris que ça allait sortir, j'étais un peu dubitatif et en même temps, j'étais super hypé. Je sais pas si vous avez remarqué, certainement que si, mais en ce moment, il y a une espèce de revival des années 80 avec Stranger Things, avec, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Ready Player One, voilà, tout le côté geek. Et je me suis dit, ouah, ça serait bien qu'ils fassent une série Les Vengeurs de la Côte Ouest, avec des personnages qui sont mentalement coincés dans les années 80, qui ont la mentalité des années 80, mais qui sont dans un univers Marvel contemporain. Alors, je vais vous donner un exemple, dans Les Vengeurs de la Côte Ouest des années 80 par exemple, j'en ai parlé dans un rétro comics, les héros vont dans un pays étranger sans aucune autorisation, hein, rien à faire. Ils défoncent les portes d'une prison pour aller délivrer un copain et ils retournent en Amérique au KLM. Et ça m'aurait plu de lire une histoire où les personnages font ça, et quand ils rentrent en Amérique, ils se font pourrir et défoncer par Captain America, par les héros aux alentours et compagnie. Tu vois, les mecs qui sont encore coincés dans les années 80, comme je l'ai montré dans le rétro comics. Parce que les années 80, l'air de rien, c'était des années complètement pétées. C'était les années Michel Leble, c'était donc Racisme et compagnie, c'était les années... Il y avait une nana qui faisait un striptease avant le journal de 20h, hein, dans Cocorico Cowboy, je crois, ou Colaro Show, je sais plus comment ça s'appelait, et c'était un truc hallucinant, des trucs que tu ne vois pas aujourd'hui. Pareil, dans le rétro comic, j'ai insisté sur le Power Rangers, les initiales, ça faisait PD, parce que à l'époque, tu balançais ça au KLM, tout le monde s'en foutait. Aujourd'hui, tu te fais incendier, tu te fais traiter d'homophobe, et c'est tout à fait normal, mais à l'époque... Entre, je vous dis, Michel Leb, le sexisme de Colaro et compagnie, mais ça passait tranquille.
ça me fait penser à Cobra Kai. Je sais pas si vous avez vu cette série, en fait c'est qu'est-ce que sont devenus les héros de Karate Kid aujourd'hui. Et c'est génial parce qu'il y a justement un personnage qui est coincé dans les années 80 et qui arrête pas de faire des propos du genre ah mais qu'est-ce que t'es une femmelette toi. Et il y a tout le monde qui lui dit oh attends t'as pas le droit de dire ça. Et voilà, c'était ça les années 80, c'était une époque où tu pouvais te moquer de quelqu'un qui avait un accent chinois, d'un mec un petit peu frêle, tu pouvais le traiter de PD ou de femmelette. Aujourd'hui on n'a plus le droit et c'est tant mieux. Il y en a certains qui disent aujourd'hui on peut plus rien dire. Ouais, mais enfin bon, si c'est pour laisser libre cours à ton racisme et à tes conneries, vaut mieux ne plus le dire et se la fermer. Oh, et puisqu'on parle des Power Rangers, j'en profite pour vous mettre le lien, vous trouverez dans la description, le lien du Twitter de Sergent Fred. Il s'amuse à faire des fausses couvertures de mes anciens comics, comme par exemple les New Heroes que j'avais parlé dans une vieille vidéo, je trouve ça absolument délirant. Donc allez voir dans la description, je vous mets le lien pour son Twitter. Merci Fred, c'est super sympa, franchement c'est... À chaque fois, je tombe des nues, je me dis, mais tiens, c'est marrant de voir les personnages que j'ai dans ma tête depuis toujours réinterprétés par quelqu'un d'autre. C'est complètement fou, je pensais pas que ça arriverait un jour. Donc voilà, merci beaucoup. Bref, j'étais hypé, je m'attendais à quelque chose de drôle, de décalé, de sarcastique. Et en fait, eh ben non. Évidemment, ils ont préféré faire du sous Deadpool, parce que Deadpool, ça marche bien. Le but, c'est de mettre un maximum de gags, et tu te dis, il y en a peut-être un ou deux qui vont passer, et c'est vrai que dans la totalité du bouquin, parce que contrairement à ce que j'ai dit dans le Retro Comics, je l'ai lu en entier, évidemment, dans la totalité du bouquin, j'ai dû rire une ou deux fois, mais même pas des rires francs, tu vois, juste des petits, ah, c'est pas bête ça, c'est tout. C'est dommage, il y avait du potentiel, ils auraient même pu faire un truc comme Bendis a fait avec les X-Men, c'est-à-dire reprendre les héros de l'époque et les faire venir chez nous. Ça aurait été drôle ça aussi, le décalage ça aurait été hilarant. Mais plutôt que de se concentrer sur l'époque d'où viennent les Vengeurs de la Côte Ouest, la scénariste a préféré se concentrer sur Côte Ouest, ce qui est bien vu aussi. Mais bon, ça... c'est un petit peu décevant quand même. C'est pas le pire comics du monde honnêtement. Si vous aimez Deadpool, ce sera même pas décevant parce que ça passe bien et la première saga, les dessins, ceux que j'ai montrés dans le Retro Comics, sont très bons, franchement, sont vraiment très bons. Mais voilà, c'est pas ma tasse de thé, je pense que au bout de... ça fait combien de temps? Ça fait 30 ans que je lis des comics au moins. Au bout de 30 ans, tu commences un petit peu à sélectionner et à pas lire ce genre de trucs, tu vois, c'est vraiment très secondaire. Hein, c'est... Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, tu commences à sélectionner et tout ce qui est sous Deadpool, c'est même pas la peine quoi. Donc voilà, les Vengeurs de la Côte Ouest, j'ai beaucoup critiqué dans le Retro Comics, mais c'est le but des Retro Comics, et franchement, si vous avez envie de rire un petit peu et que vous aimez bien Deadpool, bah, foncez, vous n'allez pas être déçus. Bon allez, mais par contre, faut pas pousser, je le mets 4ème, hein. Attendez les gars, j'ai pas... Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé ce Top Comics avec mon classement perso à moi, et je vous dis à la prochaine. Voilà, et pour ceux qui sont restés, je vais vous expliquer 2 ou 3 petits trucs. Déjà, vous avez dû remarquer que normalement je sors un Retro Comics au début du mois, et au milieu du mois, je sors le Top Comics. Et là, ce mois-ci, le Top Comics n'est pas sorti. Alors, il y a une raison à ça, c'est que tout simplement, je n'avais pas la force d'enregistrer, car... Et oui, alors je suis tombé malade, alors je sais pas si j'ai chopé ce fameux virus Covid-19, hein. On ne le saura jamais parce qu'il n'y a pas de test, bravo la France. Mais n'empêche que j'étais KO pendant 15 jours, 3 semaines, j'étais confiné chez moi. Alors vous allez me dire, bah oui on est tous confinés chez soi. Non, moi j'étais confiné chez moi, c'est-à-dire que j'étais enfermé dans mon bureau. Alors il y a pire comme confinement, parce que j'ai mes comics, j'ai mon ordinateur, j'ai tout ce qu'il fallait pour m'occuper. Mais voilà, j'étais coupé du reste de la famille pour pas les contaminer, je dormais dans mon bureau, c'est pour ça qu'il n'y a pas le petit canapé habituel où je me pose, parce qu'on l'a viré pour mettre un lit, bon je vais pas vous montrer, mais là il y a un lit ici. Et donc j'avais pas la force, et ça se sent encore avec la voix, j'avais pas la force, parce que j'ai pas mal toussé aussi, j'avais pas la force d'enregistrer ni un Top Comics, ni un Retro Comics. Voilà, tout ça pour vous dire que le prochain Retro Comics il va être retardé d'au moins 15 jours, 3 semaines. Et là, maintenant que ça va un petit peu beaucoup mieux même, bah voilà, je me suis dit je vais faire la vidéo. Mais s'il n'y a pas eu de vidéo ces derniers temps, bah voilà, c'était pour ça. Enfin bon, vous inquiétez pas, comme je vous dis, ça va beaucoup mieux. Donc le prochain Retro Comics, je vais le tourner, je vais le monter. Il sera sur la chaîne dans quelques semaines. Et puis voilà, et puis de toute façon, on avait tous autre chose à penser avec ce qui se passait ces derniers temps. Donc merci beaucoup, et à la prochaine.